La pièce à conviction est une preuve matérielle, telle qu'une arme, des vêtements ou des empreintes digitales, qui va être utilisée lors de son procès contre une personne suspectée d'avoir commis une infraction. Trois meurtres sans lien apparent, à des centaines de kilomètres de distance, à Tulsa. On avait affaire à un tueur fou. Miami Ces types sont des psychopathes, des tueurs en série. et Boston. Mais ces règlements de compte mafieux ont un point commun. Whitey Bulger, chef de la pègre de South Boston, et son complice pour le moins inattendu. Le FBI a du sang sur les mains dans cette affaire. Le journalisme d'investigation est une quête palpitante. Il s'agit de trouver l'infime détail qui permettra de démêler toute l'intrigue. Ce qui m'intéresse, c'est de chercher derrière les apparences, de constituer mon propre faisceau de preuves et d'en déduire une conclusion. Journaliste lauréat du prix Pulitzer, Gérard O'Neill est l'ancien directeur du très réputé service d'investigation du Boston Globe. En 1986, il recrute un jeune reporter, Dick Lair. Le reportage d'investigation, c'est ce qui m'apporte le plus de satisfaction en tant que journaliste professionnel. Notre travail consiste à trouver la vérité. En 1988, les deux hommes entament avec leurs collègues Christine Shinloon et Kevin Cullen une série d'articles sur le président du Sénat du Massachusetts, Bill Bulger, et sur son frère qui n'est autre que le gangster légendaire de South Boston, James Whitey Bulger. Whitey Bulger était un gangster notoire qui arpentait fièrement les rues de South Boston et semblait étrangement intouchable. Il était chef de gang depuis 20 ans, mais personne ne l'arrêtait jamais. Malgré sa réputation de criminel, Bulger évoluait en toute impunité depuis le milieu des années 60. C'était fascinant, cette vie d'insouciance que menait Whitey Bulger. Ça lui donnait une certaine aura. Les journalistes découvrent bientôt que Whitey s'en sort grâce à l'aide de quelques amis haut placés. Dans leur best-seller Black Mass, Messe Noire, O'Neill et Lair relatent un scandale ahurissant qui mène des ruelles sombres de Boston jusque dans les couloirs feutrés du FBI. C'est une histoire de trahison avec un grand T. Ces agissements ont duré plusieurs dizaines d'années et ils étaient devenus chose commune dans cette ville. On ne savait pas du tout où on mettait les pieds. On n'avait aucune idée de l'ampleur du bourbier. Tout commence à South Boston. Le quartier est connu sous le nom de Southie, une enclave résolument irlandaise. Southie est un état d'esprit autant qu'un lieu. Il y règne une culture de loyauté, une sorte de solidarité mutuelle contre le reste de la ville. James Whitey Bulger naît dans le quartier en 1929. Il a tous les traits d'un habitant type de Southie, doublé d'un tempérament violent et d'un esprit criminel ambitieux. Dès le début, Whitey cause des ennuis. À l'adolescence, il braque des camions, sèche les cours, se bat violemment. Il est ignoble. On raconte qu'il est fidèle à son quartier, qu'il le défend. Dans le coin, il passe pour un James Cagney, un personnage hollywoodien. À l'été 1948, le voyou de Southie a déjà largement fait ses preuves en tant que gangster professionnel. À la même époque, un gamin de Southie du nom de John Connolly suit les exploits des Red Sox et de son héros Ted Williams. Mais le garçon de 8 ans va bientôt croiser un autre genre de héros, une rencontre fortuite qui va changer le cours de sa vie.
John Connolly est un jeune garçon de South Boston qui traîne avec deux copains au café du coin. Whitey Bulger entre et un silence s'installe entre les trois garçons. Puis l'un d'eux dit « C'est Whitey Bulger ». Whitey n'a pas encore 20 ans, mais il est déjà une légende dans le quartier. Il est le chef d'une bande de rue, il a les cheveux blonds platine, et il a le charisme qu'on attribue habituellement aux jeunes gangsters. Et naturellement, ces gamins étaient impressionnés. Whitey les regarde et propose de leur payer des glaces. Le jeune John Connolly hésite. Bulger s'en rend compte et lui demande ce qu'il a. Le garçon lui répond que sa mère lui interdit de parler aux étrangers. Alors Bulger lui dit « Tu n'es pas un étranger. On vient du même quartier, nos parents sont irlandais. Allez, tu veux quel parfum ?» Il lui achète une glace à la vanille. Rencontrer Whitey Bulger ce jour-là, pour lui, c'est comme rencontrer Ted Williams. Un moment inoubliable. Le présage d'une longue amitié entachée de sang entre deux habitants de Southie. Boston, 1975. John Connolly a 35 ans. Il est devenu agent du FBI. Il vient d'être muté à Boston et est ravi de revenir dans sa ville natale. John est un jeune agent ambitieux. Il est entré au FBI en 1968 et a travaillé quelque temps à San Francisco et à New York. John Connolly a décroché un poste convoité au sein de la nouvelle unité contre le crime organisé, chargée de combattre la Cosa Nostra. Ils ont créé un programme appelé Top Echelon Informant Program, qui encourageait les agents à passer des accords avec des membres de la PEG. Leur mot d'ordre, éradiquer la mafia nationale. John Connolly relève le défi. John Connolly aime que les projecteurs soient braqués sur lui. Quand il entre dans une pièce, il aime être au centre de l'action. Au FBI, il n'y a rien de plus reconnu que de traiter avec des informateurs. Connolly jette son dévolu sur un informateur de choix, son héros d'enfance, Whitey Bulger, qui travaille pour le gang irlandais Winter Hill, dirigé par le célèbre gangster Howie Winter. Ils font des paris illégaux sur les sports et les jeux, des prêts usuraires et tout ce qui va de pair avec ce type d'activité. Usage de la force et meurtre si nécessaire. Whitey Bulger a un penchant naturel pour la violence de la vie de gang. Il est violent, avec un côté cruel. Ce qui revient le plus souvent dans les témoignages sur Whitey Bulger, c'est l'éclat froid de ses yeux bleus, de vrais poignards. Un seul regard suffit à vous paralyser. Bulger est bien placé pour aider Connolly. Le gang Winter Hill partage son territoire avec la mafia de Boston, dirigée par la famille Angiulo. Boston était l'une des rares grandes villes où un gang irlandais survivait grâce à un compromis avec la mafia. À l'automne 1975, John Connolly tente sa chance auprès du plus célèbre gangster de la ville. Il contacte Whitey Bulger et organise une rencontre. Au bord d'une plage, au sud de Boston, John Connolly se gare sur un parking et attend que Whitey Bulger apparaisse. Soudain, la portière s'ouvre et Whitey monte. C'est le moment ou jamais. Connolly lui fait une proposition, d'un Southie à un autre. Si Bulger lui fournit des renseignements sur la Cosa Nostra, en échange, le FBI le débarrassera de ses rivaux italiens. Ce que Connolly propose à Bulger est très simple. Aide-nous et nous t'aiderons. Tu nous aides à faire tomber la mafia et chacun y gagne. À 46 ans, le gangster professionnel sait flairer une bonne affaire. Et c'est ainsi que Whitey Bulger, bandit légendaire de Southie, devient un informateur top secret du FBI. Pour John Connolly, c'est le plus bel accomplissement de ses 7 ans de carrière. Ce qui lui importait, c'était de réunir les deux univers. Il voulait être considéré comme une star au FBI, mais aussi dans son ancien quartier de Southie. Que les gens le reconnaissent dans la rue et se disent « c'est John Connolly ». Mais traiter avec Whitey Bulger, c'est signer un pacte avec le diable.
Pour Bulger, la situation est idéale. Criminel de moyenne envergure, il n'a qu'une idée en tête, c'est accroître son influence. Dès l'instant où Whitey Bulger a conclu un marché avec l'agent John Connolly, il peut être certain que le FBI le laissera tranquille. Pour lui, c'est une manœuvre très habile. C'est aussi une bonne affaire pour John Connolly. Il devient très respecté au FBI de Boston pour avoir ferré un aussi gros poisson que Bulger. John Connolly a l'aisance sociale indispensable si l'on veut traiter avec des informateurs. Il devient l'interlocuteur principal au FBI pour tout ce qui concerne le crime organisé. Connolly savoure la jalousie de ses collègues. Les gens qui le connaissaient à l'époque le décrivent comme une personnalité creuse qui n'existe que par les autres. Et de ce point de vue, Whitey Bulger est pour lui un faire-valoir de premier ordre. Bientôt, un autre mafieux converti en mouchard, Stephen Flemmi, se joint aux deux hommes. Stevie Flemmi est indépendant. S'il doit être associé officiellement à un gang, c'est plutôt celui des Irlandais. Mais il a aussi ses entrées dans la mafia. Il joue l'intermédiaire entre les deux gangs. Alors quand ils se mettent à faire équipe avec Whitey, c'est un joli coup pour le FBI. Bulger et Flemmi passent leur temps à racketter des bookmakers et à récupérer de force les prêts de Howie Winter. Le marché est le suivant. Bulger et Flemmi fournissent au FBI des renseignements sur la mafia. Et en échange, ils bénéficient de ce que j'appellerais une protection bienveillante. Le FBI les laisse tranquilles. Mais traiter avec des informateurs top secrets n'est pas chose aisée. Le FBI a défini des règles pour garder le contrôle et s'assurer que l'agent reste, en théorie, maître de la situation. Ces règles interdisent aux agents de frayer avec un informateur ou d'accepter des cadeaux de sa part. Si un informateur est soupçonné d'avoir commis un crime violent, la relation doit être surveillée de plus près, voire arrêtée. Mais John Connolly ne tient pas compte de ces règles et s'aventure en terrain dangereux. 2 ou 3 fois par semaine, il voit Bulger pour discuter des allées et venues de la mafia italienne. Mais les précieuses informations de Bulger ne sont souvent que ragots sans intérêt. L'arnaque, c'était de dire que Bulger fournissait des informations sur la mafia. En fait, il n'a jamais été en position de le faire. La mafia ne lui faisait pas confiance et ne le mettait jamais au courant de ses agissements. Le rendez-vous avait souvent lieu tard le soir, et il n'était pas très discret. Avec le recul, on se rend compte qu'ils étaient proches et que leur relation n'avait rien de professionnel. En décembre 1977, John Connolly se retrouve sous les ordres d'un nouveau patron, John Morris, chef de la brigade contre le crime organisé. John Morris n'a pas la joie de vivre de John Connolly, et il semble l'envier sur ce point. Il aurait aimé avoir son sens de la communication, sa présence. John Morris est lui aussi impressionné par le statut de gangster de Bulger et Flemmi. Le fait de diriger une brigade de lutte contre la mafia lui donnait malheureusement un sentiment d'importance. En tout cas, il laisse Connolly mener le jeu. Et ce dernier rédige des rapports officiels dans lesquels il enjolive les informations essentiellement inutiles sur la mafia que Bulger lui transmet. La rédaction de faux rapports est devenue une tâche banale et quotidienne. Il a l'art de gonfler l'importance des renseignements. Morris valide et fait remonter. Parfois, Connolly attribue à Whitey des informations qui lui viennent de Flemmi. Il maquille les faits. C'est un ramassis de mensonges. Les deux agents s'arrangent aussi pour que Bulger et Flemmi prennent du galon. En 1979, le FBI enquête sur une affaire de course truquée sur la côte Est. Il découvre que le gang Winter Hill de Boston paye des jockeys pour perdre et rafle l'argent des paris gagnants. C'est une énorme affaire de course truquée, et Bulger et Flemmi y tremblent jusqu'au cou. Mais Morris et Connolly arrivent à la rescousse.
S'appuyant sur leur rapport bidon, Morris et Connolly convainquent le procureur de l'importance capitale de Bulger et de Flemmi dans leurs efforts pour infiltrer la mafia bostonienne. Ils demandent une grande faveur, le maintien de l'accord avec les deux gangsters, malgré leur implication dans une grosse affaire. D'après les directives du FBI, c'est là que la relation aurait dû cesser et qu'ils auraient dû prendre leur distance. Mais ils ne l'ont pas fait. Le procureur abandonne les poursuites contre Bulger et Flemmi, mais fait tomber des membres importants du gang Winter Hill, dont son chef Howie Winter. Whitey et Flemmi s'engouffrent dans la brèche. Ils prennent ainsi la tête de leur gang uniquement grâce au marché passé dans l'affaire des courses truquées. Quand Howie Winter a été incarcéré, Whitey Bulger a dû jubiler. Le règne de Bulger peut commencer. La loyauté de Connolly envers Southey l'emporte sur la loi. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il ne sait plus qui est responsable ni qui est censé diriger les opérations. À la fin de l'été 1979, John Morris organise un dîner pour Connolly et leurs deux amis gangsters afin de célébrer leur collaboration. Ce genre de familiarité était interdit. Cela montre qu'ils étaient vraiment devenus trop proches. Ils trinquent ensemble. Les relations tournent à la franche camaraderie. Et c'est un jeu dans lequel Whitey Bulger prend rapidement les rênes. Le FBI est tombé amoureux. Whitey Bulger est un gangster influent en ville et il est de notre côté. Donc nous devons le protéger à tout prix. Et ils arrêtent de réfléchir aux conséquences. Et ces conséquences plus graves de jour en jour vont bientôt inclure le meurtre de sang-froid. Les deux truands ont emménagé dans leur nouveau QG au centre de Boston, dans un garage de Lancaster Street. De jour, c'est un garage comme un autre, avec des mécaniciens et des voitures qui entrent et sortent. C'est seulement dans l'après-midi, quand Whitey Bulger arrive, que les choses sérieuses commencent. Les journées sont bien rythmées. Ils arrivent au garage en début d'après-midi. Et c'est alors un défilé continu de quémandeurs. Ils arrivent avec des sacs et font comme tous les patrons de la pègre. Ils payent les gens et planifient la répartition des fonds pour leurs activités. Prêts à l'usure, jeux d'argent et tous les autres trafics d'usage dans le milieu. Et puis il y a les infortunés qui osent se mettre en travers de la route de Whitey Bulger. Il y a bien quelques règlements de compte à Southey, mais personne ne s'y intéresse vraiment et on n'en parle presque pas dans la presse. Tard le soir, 2 à 3 fois par semaine, l'agent John Connolly continue de voir Bulger pour échanger des informations et s'amuser. Ils sortent, font des virées, le tout sur un mode très familier. Il n'y a plus de règles. Ils développent leur propre culture. Mais cette année-là, la belle entente manque de tomber sur un os. La police de l'État du Massachusetts est sur les talons des gangsters. Ils surveillent le garage et ce qui s'y passe pendant plusieurs semaines. Ils prennent des photos et des notes sur toutes les allées et venues des malfrats. Après plusieurs mois passés à récolter des informations, la police obtient l'autorisation de mettre le garage sur écoute. Mais le FBI et surtout le fidèle ami de Whitey, John Connolly, ont vendu le projet. Connolly découvre ce qui se trame et prévient Bulger que le garage de Lancaster Street est sur écoute. Du coup, Bulger cesse de se rendre dans le bureau d'où il dirigeait le gros de ses activités. Les policiers sont bredouilles. C'est un travail d'enquête exemplaire qui a été anéanti. La police d'État les avait vraiment dans son collimateur et cela aurait pu être un coup de maître. Mais après être passés si près du scandale, Morris et Connolly doivent prouver la valeur de leurs informateurs vedettes. Et l'occasion ne tarde pas à se présenter. Janvier 1981. Le FBI lance le projet Bostar, un plan top secret pour infiltrer le QG nord du chef mafieux Gennaro Angiulo. Pour l'opération Bostar, ils ont réussi à introduire des micros dans le QG d'Angiulo, au 98 Prince Street. Et le FBI recueille la preuve exacte qu'il lui fallait pour arrêter Angiulo et son gang. C'est probablement la plus grande victoire de toute l'histoire de la lutte anti-mafia à Boston.
C'est un coup de filet magistral pour le FBI de Boston et l'occasion idéale pour John Connolly et John Morris de redorer le blason de Whitey Bulger et de Stevie Flemmi. Morris et Connolly ont l'idée brillante d'inventer un rôle pour Bulger et Flemmi dans l'affaire Angiulo. De cette façon, ils peuvent rédiger un rapport et le ressortir dès qu'ils sont menacés en disant « Ces types ont été d'une aide précieuse, regardez ce qu'ils ont fait ». Ils tournent l'affaire à leur avantage et font passer Bulger pour un acteur clé. La vérité est pourtant tout autre. Whitey Bulger n'a fourni au FBI que peu d'informations importantes. On sait maintenant que le FBI de Boston aurait pu réaliser cet exploit, même si aucun marché n'avait jamais été passé avec Whitey Bulger. Ce qui n'empêche pas Bulger de prendre le contrôle du territoire de la mafia déchue. Whitey Bulger se frotte les mains, car ses affaires prennent une immense ampleur. Et la tension va bientôt monter encore d'un cran. Printemps 1980. Whitey Bulger mène un trafic lucratif dans la société World J. Ally, qui opère dans le Connecticut et à Miami. Il a un accord avec le comptable de l'entreprise, John Callahan. Ensemble, ils détournent les profits et l'argent afflue. Mais leur combine est menacée. Un homme d'affaires de Tulsa, Oklahoma, Roger Wheeler, a racheté la World J. Ally et découvert le poteau rose. Devant la gravité de la menace, Callahan, Bulger et Flemmi décident que la meilleure solution est de se débarrasser de Roger Wheeler. 27 mai 1981, Tulsa. Un bel après-midi pour jouer au golf. Le tueur Johnny Martorano, homme de main de Whitey Bulger, se cache derrière des lunettes noires et une fausse barbe. Il patiente dans une voiture de location sur le parking d'un country club luxueux. Muni d'un revolver 38 mm couvert d'un sac en papier, Johnny Martorano s'approche de Roger Wheeler, assis au volant de sa voiture. Il lui tire une balle entre les deux yeux. Mais pour Bulger, le problème n'est pas tout à fait résolu. Brian Halloran, natif de Southie, est un cocaïnomane avec un long passé d'homme de main. C'est à lui que Whitey a d'abord demandé d'abattre Wheeler, pour finalement décider d'engager son vieil acolyte Johnny Martorano. Quelques mois plus tard, Halloran se fait pincer pour un autre délit et propose l'information au FBI de Boston en échange de sa protection. Morris s'inquiète immédiatement et explique à Connolly que le témoignage de Brian Halloran implique Whitey Bulger dans le meurtre de l'homme d'affaires de l'Oklahoma. Connolly et Morris ont le choix. Ils peuvent placer Halloran en détention pour le protéger et épingler Bulger pour homicide, ou relâcher Halloran. Ils décident de ne pas protéger Halloran et laissent Whitey, leur précieux informateur, en liberté. « 11 mai 1982. Brian Halloran quitte un bar de South Boston. Il sort du bar, monte dans sa voiture. Une autre voiture arrive. Whitey Bulger s'avance vers Halloran qui ne se doute de rien. Il s'approche de la voiture, lève son arme et la pointe sur le visage de Halloran. On entend des coups de feu, il sort de la voiture en titubant et s'écroule en plein milieu de la rue. L'un des assassins court par le côté et lui tire dessus encore plusieurs fois. Halloran est abattu comme un chien à South Boston. C'est l'épisode le plus sombre du pacte entre le FBI et Whitey Bulger. Un informateur contre Bulger est trahi par le FBI et tué sans scrupule. Mais Whitey n'en a pas fini. Il sait que son complice, le comptable de la World J. Ally, John Callahan, peut aussi faire le rapprochement entre lui et les meurtres. Callahan s'enfuit à Miami. La dernière tête à tomber est celle de John Callahan, qui vit dans la terreur depuis les deux meurtres. Callahan a raison d'avoir peur. Son sort est sur le point d'être scellé dans le parking de l'aéroport de Miami.
Johnny Martorano l'attend dans le parking. Il l'abat et le jette froidement dans le coffre de sa voiture. Au total, l'affaire de la World Giant a entraîné le meurtre de 3 personnes. C'étaient des informateurs, mais aussi des tueurs, sans pitié. Le FBI n'a pas mis le haut là quand il aurait dû le faire. Les choses se sont précipitées et les meurtres se sont multipliés. La protection de Whitey Bulger est un secret bien gardé, une petite conspiration entre les agents. Mais Whitey Bulger est assez malin pour savoir qu'il lui faut des garanties. Et c'est John Connolly qui va les lui fournir. En juin 1982, Connolly donne $1000 à Morris pour l'aider à s'offrir un rendez-vous discret avec sa secrétaire. Morris sait que l'argent vient de Whitey Bulger. En acceptant ce pot de vin, il franchit une nouvelle limite. Dès l'instant où il accepte ces $1000, il n'est plus qu'une marionnette. Whitey Bulger a largement de quoi s'offrir ses garanties. Il s'enrichit en exploitant le nouveau fléau de South Boston, la drogue. Whitey Bulger a toujours prétendu être le protecteur de son quartier. Mais rien n'est plus faux. Le fait est qu'il dirige un immense trafic de cocaïne. Et ce faisant, il commet une immense trahison envers son quartier. Car même dans les anciens lotissements où il a grandi, la drogue fait des ravages. Les jeunes meurent d'overdose de cocaïne et d'héroïne. Certes, une rumeur émanant d'autres informateurs se répand au FBI, selon laquelle Whitey serait le nouveau gros bonnet de la drogue à Boston. Mais dans leur rapport, Morris et Connolly démentent ces accusations. Les rapports internes du FBI sont remplis de démentis du type « ce n'est pas vrai, il ne fait pas ce genre de choses », alors qu'ils savent évidemment que Whitey trempe dans la drogue. Pourtant, tous les rapports du monde ne pourront éternellement soustraire Bulger à la loi. Début 1984, l'agence de lutte contre la drogue et la police voisine de Quincy tiennent enfin la preuve du trafic de stupéfiants dirigé par Whitey. Ils obtiennent la permission de mettre sa voiture et son appartement sur écoute et ont toutes les cartes en main pour le coincer. Mais John Connolly l'apprend, et cette fois encore, sa loyauté envers Southey l'emporte sur toute autre considération. Le FBI transmet l'information à Whitey et Flemmy. C'est un renseignement de tout premier ordre. Quand on est chef de gang, quelle aubaine d'être couvert par le FBI dans ce genre d'affaires. On ne peut pas espérer mieux. Morris a accepté un nouveau pot de vin de $1000 de la part de Bulger, mais il sait que le jeu devient de plus en plus dangereux. L'arrangement entre les 4 hommes va se poursuivre jusqu'au milieu des années 80. Les gangsters font ce qu'ils veulent et les agents les protègent. C'est l'exemple le plus flagrant d'un système d'informateurs qui s'emballe. L'informateur a une telle emprise qu'il peut tuer impunément. Les agents et les gangsters continuent à se voir. Ils dînent même ensemble chez la mère de Stevie Flemmy. Un soir, le frère de Whitey, Billy Bulger, qui n'est autre que le président du Sénat du Massachusetts, se joint à eux. Les mondes du crime, de la politique et de la loi étaient réunis autour d'une même table. Cette familiarité entre le président du Sénat, son gangster de frère et des agents du FBI résume parfaitement la situation. C'est une relation de copinage extrêmement dangereuse. Mais bien que les 4 hommes s'entendent à merveille, l'un d'entre eux commence à donner des signes de faiblesse, John Morris. Son mariage bat de l'aile, et il a très peur en raison des pots de vin qu'il a acceptés de la part de Whitey Bulger. Il est déshonoré. Il comprend la gravité des faits et il est complètement ébranlé. Et Morris va compatissante. Début 1988, Gérard O'Neill, Declaire et leurs collègues du service d'investigation, Christine Shinloon et Kevin Cullen, élaborent pour le Boston Globe une série d'articles sur Whitey et Billy Bulger.
Les sources policières sont du même avis que les journalistes. Ils pensent que Whitey Bulger est un informateur du FBI. Leur argument est le suivant. Personne ne peut être doué à ce point. Whitey Bulger n'est pas Houdini. Nous pensons qu'il est un informateur protégé par le FBI. Et ils prononcent le nom clé dans cette affaire, John Connolly. Le journaliste chevronné décide d'en apprendre le plus possible de la part du patron de John Connolly, John Morris. Je lui ai proposé un déjeuner. On pourra parler de ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de parler de Whitey Bulger. Morris accepte. Juin 1988, le restaurant Venezia au bord de la baie de Dorchester. Il était très content de me voir. On a discuté de choses et d'autres, puis je lui ai dit « Je voudrais aborder encore une fois le sujet sensible de Whitey Bulger et du FBI. » Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a répondu. Il m'a regardé droit dans les yeux et il a dit « Vous ne pouvez pas savoir à quel point cet homme est dangereux. » Morris révèle à O'Neill la relation étroite entre Bulger et Connolly. Il était assez nerveux et tendu quand il parlait. Je pensais qu'il allait juste me confirmer l'existence d'une relation trouble entre Whitey et John Connolly. En fait, il s'est livré à une véritable confession et m'a appris non seulement que tout était vrai, mais aussi que cela avait des conséquences excessivement néfastes. O'Neill tait l'identité de Morris, mais apprend ce qu'il a découvert à ses collègues du Globe. En septembre 1988, paraît dans la presse une série de 4 articles consacrés aux frères Bulger. Le quatrième traitait de Whitey, et vers le milieu du texte, nous évoquions ses relations privilégiées avec le FBI et John Connolly. Les habitants de Boston sont choqués d'apprendre que le gangster noble de Southie, Whitey Bulger, pourrait être de mèche avec le FBI. Trop choqués pour le croire, en fait. South Boston a spontanément rejeté l'information car elle provenait de la presse démocrate. Et le FBI l'a évidemment démenti. Quant à la pègre, elle en a conclu qu'il s'agissait d'un affrontement politique entre la famille Bulger et le Boston Globe. Étonnamment, les retombées sur Connolly et les 2 gangsters sont minimes. Personne ne découvre que la fuite provient de John Morris. En 1990, il quitte Boston et devient responsable adjoint au FBI de Los Angeles. De son côté, John Connolly prend sa retraite. Et il utilise ses contacts au FBI et sa réputation pour décrocher le poste très lucratif de directeur de la sécurité chez Boston Edison. Ses amis s'en sortent bien eux aussi. Stevie Flemmi investit dans un projet immobilier légal dans le prestigieux quartier de Black Bay. À la fin de la grande époque des années 80, Whitey Bulger envisage, lui, de prendre sa retraite. Il est riche, puissant et a réussi au-delà de ses espérances. Bulger a gagné. Tout porte à croire qu'ils sont les rois à Boston. Mais cela ne va pas durer éternellement. Mais la rumeur ne s'est jamais complètement tue et s'est ravivée à l'arrivée d'un nouveau procureur. Celui-ci se penche sur l'affaire car Bulger est devenu un trop gros poisson pour qu'un procureur qui se respecte ferme les yeux. Le nouveau procureur se nomme Fred Washak. Originaire de Boston, il s'est fait un nom en mettant sous les verrous des bandes mafieuses à Brooklyn dans le New Jersey. Il soulève la question que personne ne pose plus. Pourquoi ne s'occupe-t-on pas de Whitey Bulger? C'est le plus gros gibier de la ville. En 1991, la police de l'État du Massachusetts arrête un certain Chico Krantz, membre d'un groupe de bookmakers racketé par Bulger. Le bureau du procureur menace Krantz d'inculpation pour blanchiment d'argent. Mais Washak lui propose un marché. Éviter l'inculpation et bénéficier du programme de protection des témoins s'il dénonce Bulger. Chico Krantz accepte et d'autres bookmakers font de même. Et ils deviennent ainsi les principaux témoins à charge dans l'affaire qui oppose le gouvernement à Bulger et Flemmi. Ce n'est pas un secret à Boston que Bulger et Flemmi font enfin l'objet d'une enquête approfondie. Mais la date de la mise en examen et de l'arrestation proprement dite reste indéterminée. À l'abri dans son confortable bureau de la Boston Edison, John Connolly informe en cachette Bulger et Flemmi des progrès de l'enquête confidentielle menée par le jury d'accusation. Même si John Connolly a quitté le FBI, il continue de fréquenter Whitey Bulger. Il le voit souvent et lui aurait transmis des informations que ses anciens collègues de bureau lui confiaient.
Connolly prévient Bulger et Flemmi que leur mise en examen est imminente. Et les deux truands fuient Boston avant d'avoir pu être arrêtés. Bulger a l'intelligence de se faire discret, voyageant incognito d'une ville à l'autre. Et son côté insaisissable continue de lui servir. Flemmi, en revanche, tombe tout droit dans une embuscade policière. Flemmi était devenu un peu négligent. Il était dans les parages, alors la police en a profité pour l'appréhender. Stevie Flemmi est arrêté pour extorsion de fonds et jeté en prison. Mais cette fois, il est abandonné par Whitey et ses anciens amis du FBI. Janvier 1998. Les audiences préliminaires commencent et la vérité sur les liens crapuleux entre Bulger, Flemmi et le FBI est révélée. C'est un moment historique dans cette affaire. Pour la première fois, le gouvernement fédéral et le département de la justice admettent devant un tribunal que Bulger et Flemmi étaient effectivement des informateurs du FBI. Les détails de l'accord sont dévoilés par un témoin vedette qui n'est autre que l'ancien responsable John Morris. Le 21 avril 1998, il comparaît à la barre. Il a obtenu l'immunité en échange de son témoignage. Aucun fait n'est réellement établi jusqu'à ce que John Morris témoigne. Morris décrit la relation contre nature entre les agents et les gangsters sans rien cacher. Sa déposition déshonore le FBI de Boston. Il pleure comme un enfant quand il parle. Il a l'impression d'être un traître. Le 22 décembre 1999, John Connolly est arrêté chez lui à Linfield, Massachusetts. 4 chefs d'inculpation sont retenus contre lui, notamment racket et obstruction à la justice. Il plaide non coupable. Il est relâché moyennant une caution de $200 000. Whitey Bulger est toujours en cavale, mais il n'est pas oublié pour autant. 14 janvier 2000. Les corps de 3 personnes disparues depuis près de 20 ans sont découverts dans une fosse à côté de l'autoroute à Dorchester. Il y a 2 hommes, les anciens rivaux de Bulger, et une femme, l'ex-petite amie de Stevie Flemmi. Ces types sont des psychopathes, des tueurs en série. Tuer de cette manière, y compris des petites amies, et se débarrasser ainsi des cadavres, il n'y a pas plus atroce. Au début de l'automne, les enquêteurs mettent au jour 2 autres fosses. Avant même d'avoir terminé les fouilles, ils déterrent 3 autres corps, tous d'anciens associés de Bulger et Flemmi, et une autre ex-petite amie de Flemmi. Ces horribles meurtres sont une nouvelle trahison envers Southie. Whitey Bulger, qui est un tueur fou, était souvent présenté par John Connolly comme le Robin des Bois de South Boston. Un gars fier de ses racines, qui prenait soin des siens. En réalité, son parcours est jalonné de cadavres. Pendant ce temps, l'étau se resserre autour de John Connolly. Le 11 octobre 2000, nouvelle mise en examen. Connolly est accusé d'avoir transmis à Bulger et Flemmi des informations ayant directement entraîné les meurtres de Brian Halloran et d'autres qui étaient prêts à témoigner contre eux. Le lendemain, le Boston Herald titre « Du sang sur ses mains ». John Connolly n'a pas un grand sens moral. Il est très habile pour se trouver des excuses, mais je pense qu'en son fort intérieur, il savait qu'il avait mal agi. Le 28 septembre 2000, Bulger et Flemmi sont inculpés pour 21 meurtres, dont plus de la moitié ont été commis pendant qu'ils étaient des informateurs protégés du FBI. L'année suivante, Stevie Flemmi est reconnu coupable de 7 chefs d'accusation pour extorsion, en attendant d'être jugé pour son implication présumée dans 10 meurtres. Il purge actuellement une peine de 10 ans dans une prison de haute sécurité. John Morris s'est retiré en Floride, loin du déshonneur vécu à Boston. Son ancien acolyte, en revanche, n'échappe pas au scandale. 28 mai 2002. L'heure du jugement a sonné pour John Connolly. Un jury fédéral le déclare coupable de racket, d'obstruction à la justice et de mensonge envers les enquêteurs.
Le 7 août 2002, il est condamné à 10 ans de prison. Mais l'un des protagonistes court toujours. Et aujourd'hui, James Whitey Bulger figure sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Il aurait été aperçu à New York, en Louisiane, dans le Wyoming et même à Southie. Une théorie prétend qu'il serait au Mexique. D'après moi, il est au Canada car il se trouve toujours à l'endroit opposé de là où on croit. Des rumeurs circulent de temps à autre selon lesquelles Whitey serait mort. L'un de ses nombreux ennemis l'aurait retrouvé et exécuté. Je pense qu'il est vivant. Mais le FBI fait-il vraiment tous les efforts nécessaires pour le trouver? C'est difficile à dire. Whitey Bulger est en cavale depuis 7 ans et demi. Il paraît qu'ils font de leur mieux. Mais plus ça dure, plus il est permis d'en douter. Le marché du FBI avec Whitey Bulger demeure un chapitre sombre dans le passé de l'organisation. Ce n'est pas seulement le plus gros scandale lié à des informateurs dans l'histoire du FBI. La ville a aussi beaucoup souffert. Des gens sont morts, la confiance dans les forces publiques a été brisée. Le FBI de Boston a du sang sur les mains pour avoir cautionné Bulger pendant toutes ces années. Trop de gens ont été tués. Ces horribles crimes de sang sont la conséquence directe du pacte diabolique que le FBI a conclu avec Whitey Bulger. Morris valide et fait remonter. Parfois, Connolly attribue à Whitey des informations qui lui viennent de Flemmi. Il maquille les faits. C'est un ramassis de mensonges. Les deux agents s'arrangent aussi pour que Bulger et Flemmi prennent du galon. En 1979, le FBI enquête sur une affaire de course truquée sur la côte Est. Il découvre que le gang Winter Hill de Boston paye des jockeys pour perdre et rafle l'argent des paris gagnants. C'est une énorme affaire de course truquée. Et Bulger et Flemmi y tremblent jusqu'au cou. Mais Morris et Connolly arrivent à la rescousse. S'appuyant sur leur rapport bidon, Morris et Connolly convainquent le procureur de l'importance capitale de Bulger et de Flemmi dans leurs efforts pour infiltrer la mafia bostonienne. Ils demandent une grande faveur, le maintien de l'accord avec les deux gangsters, malgré leur implication dans une grosse affaire. D'après les directives du FBI, c'est là que la relation aurait dû cesser et qu'ils auraient dû prendre leur distance. Mais ils ne l'ont pas fait. Le procureur abandonne les poursuites contre Bulger et Flemmi, mais fait tomber des membres importants du gang Winter Hill, dont son chef Howie Winter. Whitey et Flemmi s'engouffrent dans la brèche. Ils prennent ainsi la tête de leur gang uniquement grâce au marché passé dans l'affaire des courses truquées. Quand Howie Winter a été incarcéré, Whitey Bulger a dû jubiler. Le règne de Bulger peut commencer. La loyauté de Connolly envers Southie l'emporte sur la loi. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il ne sait plus qui est responsable ni qui est censé diriger les opérations. À la fin de l'été 1979, John Morris organise un dîner pour Connolly et leurs deux amis gangsters afin de célébrer leur collaboration. Ce genre de familiarité était interdit. Cela montre qu'ils étaient vraiment devenus trop proches. Ils trinquent ensemble. Les relations tournent à la franche camaraderie. Et c'est un jeu dans lequel Whitey Bulger prend rapidement les rênes. Le FBI est tombé amoureux.
Whitey Bulger est un gangster influent en ville et il est de notre côté. Donc nous devons le protéger à tout prix. Et ils arrêtent de réfléchir aux conséquences. Et ces conséquences, plus graves de jour en jour, vont bientôt inclure le meurtre de sang-froid. Les deux truands ont emménagé dans leur nouveau QG au centre de Boston, dans un garage de Lancaster Street. De jour, c'est un garage comme un autre. En 1977, John Connolly se retrouve sous les ordres d'un nouveau patron, John Morris, chef de la brigade contre le crime organisé. John Morris n'a pas la joie de vivre de John Connolly, et il semble l'envier sur ce point. Il aurait aimé avoir son sens de la communication, sa présence. John Morris est lui aussi impressionné par le statut de gangster de Bulger et Flemmi. Le fait de diriger une brigade de lutte contre la mafia lui donnait malheureusement un sentiment d'importance. En tout cas, il laisse Connolly mener le jeu. Et ce dernier rédige des rapports officiels dans lesquels il enjolive les informations essentiellement inutiles sur la mafia que Bulger lui transmet. La rédaction de faux rapports est devenue une tâche banale et quotidienne. Il a l'art de gonfler l'importance des renseignements. Morris valide et fait remonter. Parfois, Connolly attribue à Whitey des informations qui lui viennent de Flemmi. Il maquille les faits. C'est un ramassis de mensonges. Les deux agents s'arrangent aussi pour que Bulger et Flemmi prennent du galon. En 1979, le FBI enquête sur une affaire de course truquée sur la côte Est. Il découvre que le gang Winter Hill de Boston paye des jockeys pour perdre et rafle l'argent des paris gagnants. C'est une énorme affaire de course truquée, et Bulger et Flemmi y tremblent jusqu'au cou. Mais Morris et Connolly arrivent à la rescousse. S'appuyant sur leur rapport bidon, Morris et Connolly convainquent le procureur de l'importance capitale de Bulger et de Flemmi dans leurs efforts pour infiltrer la mafia bostonienne. Ils demandent une grande faveur, le maintien de l'accord avec les deux gangsters, malgré leur implication dans une grosse affaire. D'après les directives du FBI, c'est là que la relation aurait dû cesser et qu'ils auraient dû prendre leur distance. Mais ils ne l'ont pas fait. Le procureur abandonne les poursuites contre Bulger et Flemmi, mais fait tomber des membres importants du gang Winter Hill, dont son chef Howie Winter. Whitey et Flemmi s'engouffrent dans la brèche. Ils prennent ainsi la tête de leur gang uniquement grâce au marché passé dans l'affaire des courses truquées. Quand Howie Winter a été incarcéré, Whitey Bulger a dû jubiler. Le règne de Bulger peut commencer. La loyauté de Connolly envers Southey l'emporte sur la loi. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il ne sait plus qui est responsable ni qui est censé diriger les opérations. À la fin de l'été 1979, pour discuter des allées et venues de la mafia italienne. Mais les précieuses informations de Bulger ne sont souvent que ragots sans intérêt. L'arnaque, c'était de dire que Bulger fournissait des informations sur la mafia. En fait, il n'a jamais été en position de le faire. La mafia ne lui faisait pas confiance et ne le mettait jamais au courant de ses agissements. Le rendez-vous avait souvent lieu tard le soir, et il n'était pas très discret. Avec le recul, on se rend compte qu'ils étaient proches et que leur relation n'avait rien de professionnel. En décembre 1977, John Connolly se retrouve sous les ordres d'un nouveau patron, John Morris, chef de la brigade contre le crime organisé. John Morris n'a pas la joie de vivre de John Connolly, et il semble l'envier sur ce point. Il aurait aimé avoir son sens de la communication, sa présence. John Morris est lui aussi impressionné par le statut de gangster de Bulger et Flemmi. Le fait de diriger une brigade de lutte contre la mafia lui donnait malheureusement un sentiment d'importance. En tout cas, il laisse Connolly mener le jeu. Et ce dernier rédige des rapports officiels dans lesquels il enjolive les informations essentiellement inutiles sur la mafia que Bulger lui transmet.
La rédaction de faux rapports est devenue une tâche banale et quotidienne. Il a l'art de gonfler l'importance des renseignements. Morris valide et fait remonter. Parfois, Connolly attribue à Whitey des informations qui lui viennent de Flemmi. Il maquille les faits. C'est un ramassis de mensonges. Les deux agents s'arrangent aussi pour que Bulger et Flemmi prennent du galon. En 1979, le FBI enquête sur une affaire de course truquée sur la côte Est. Il découvre que le gang Winter Hill de Boston paye des jockeys pour perdre et rafle l'argent des paris gagnants. C'est une énorme affaire de course truquée, et Bulger et Flemmi y tremblent jusqu'au cou. Mais Morris et Connolly arrivent à la rescousse. S'appuyant sur leur rapport bidon, Morris et Connolly convainquent le procureur de l'importance capitale de Bulger et de Flemmi dans leurs efforts pour infiltrer la mafia bostonienne. Ils demandent une grande faveur, le maintien de l'accord avec les deux gangsters, malgré leur implication dans une grosse affaire. D'après les directives du FBI, c'est là que la relation aurait dû cesser et qu'ils auraient dû prendre leur distance. Mais ils ne l'ont pas fait. Le procureur abandonne les poursuites contre Bulger et Flemmi, mais fait tomber des membres importants du gang Winter Hill, dont son type. Ils obtiennent la permission de mettre sa voiture et son appartement sur écoute et ont toutes les cartes en main pour le coincer. Mais John Connolly l'apprend, et cette fois encore, sa loyauté envers Southey l'emporte sur toute autre considération. Le FBI transmet l'information à Whitey et Flemmi. C'est un renseignement de tout premier ordre. Quand on est chef de gang, quelle aubaine d'être couvert par le FBI dans ce genre d'affaires. On ne peut pas espérer mieux. Morris a accepté un nouveau pot de vin de $1000 de la part de Bulger, mais il sait que le jeu devient de plus en plus dangereux. L'arrangement entre les quatre hommes va se poursuivre jusqu'au milieu des années 80. Les gangsters font ce qu'ils veulent et les agents les protègent. C'est l'exemple le plus flagrant d'un système d'informateurs qui s'emballe. L'informateur a une telle emprise qu'il peut tuer impunément. Les agents et les gangsters continuent à se voir. Ils dînent même ensemble chez la mère de Stevie Flemmi. Un soir, le frère de Whitey, Billy Bulger, qui n'est autre que le président du Sénat du Massachusetts, se joint à eux. Les mondes du crime, de la politique et de la loi étaient réunis autour d'une même table. Cette familiarité entre le président du Sénat, son gangster de frère et des agents du FBI résume parfaitement la situation. C'est une relation de copinage extrêmement dangereuse. Mais bien que les quatre hommes s'entendent à merveille, l'un d'entre eux commence à donner des signes de faiblesse, John Morris. Son mariage bat de l'aile, et il a très peur en raison des pots de vin qu'il a acceptés de la part de Whitey Bulger. Il est déshonoré. Il comprend la gravité des faits et il est complètement ébranlé. Et Morris va être compatissante. Début 1988, Gérard O'Neill, Declercq et leurs collègues du service d'investigation, Christine Chinloon et Kevin Cullen, élaborent pour le Boston Globe une série d'articles sur Whitey et Billy Bulger. Les sources policières sont du même avis que les journalistes. Ils pensent que Whitey Bulger est un informateur du FBI. Leur argument est le suivant. Personne ne peut être doué à ce point. Whitey Bulger n'est pas Houdini. Nous pensons qu'il est un informateur protégé par le FBI. Et ils prononcent le nom clé dans cette affaire, John Connolly. Le journaliste chevronné décide d'en apprendre le plus possible de la part du patron de John Connolly, John Morris. Je lui ai proposé un déjeuner. On pourra parler de ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de parler de Whitey Bulger. Morris accepte. Juin 1988, le restaurant Venezia au bord de la baie de Dorchester. Alors Anne est abattu comme un chien à South Boston. C'est l'épisode le plus sombre du pacte entre le FBI et Whitey Bulger. Un informateur contre Bulger est trahi par le FBI et tué sans scrupule. Mais Whitey n'en a pas fini.
Il sait que son complice, le comptable de la World J. Ally, John Callahan, peut aussi faire le rapprochement entre lui et les meurtres. Callahan s'enfuit à Miami. La dernière tête à tomber est celle de John Callahan, qui vit dans la terreur depuis les 2 meurtres. Callahan a raison d'avoir peur. Son sort est sur le point d'être scellé dans le parking de l'aéroport de Miami. Johnny Martorano l'attend dans le parking. Il l'abat et le jette froidement dans le coffre de sa voiture. Au total, l'affaire de la World J. Ally a entraîné le meurtre de 3 personnes. C'étaient des informateurs, mais aussi des tueurs, sans pitié. Le FBI n'a pas mis le haut là quand il aurait dû le faire. Les choses se sont précipitées et les meurtres se sont multipliés. La protection de Whitey Bulger est un secret bien gardé, une petite conspiration entre les agents. Mais Whitey Bulger est assez malin pour savoir qu'il lui faut des garanties. Et c'est John Connolly qui va les lui fournir. En juin 1982, Connolly donne $1000 à Morris pour l'aider à s'offrir un rendez-vous discret avec sa secrétaire. Morris sait que l'argent vient de Whitey Bulger. En acceptant ce pot de vin, il franchit une nouvelle limite. Dès l'instant où il accepte ces $1000, il n'est plus qu'une marionnette. Whitey Bulger a largement de quoi s'offrir ses garanties. Il s'enrichit en exploitant le nouveau fléau de South Boston, la drogue. Whitey Bulger a toujours prétendu être le protecteur de son quartier. Mais rien n'est plus faux. Le fait est qu'il dirige un immense trafic de cocaïne. Et ce faisant, il commet une immense trahison envers son quartier. Car même dans les anciens lotissements où il a grandi, la drogue fait des ravages. Les jeunes meurent d'overdose de cocaïne et d'héroïne. Certes, une rumeur émanant d'autres informateurs se répand au FBI, selon laquelle, discret voyageant incognito d'une ville à l'autre. Et son côté insaisissable continue de lui servir. Flemmi, en revanche, tombe tout droit dans une embuscade policière. Flemmi était devenu un peu négligent. Il était dans les parages, alors la police en a profité pour l'appréhender. Stevie Flemmi est arrêté pour extorsion de fonds et jeté en prison. Mais cette fois, il est abandonné par Whitey et ses anciens amis du FBI. Janvier 1998. Les audiences préliminaires commencent et la vérité sur les liens crapuleux entre Bulger, Flemmi et le FBI est révélée. C'est un moment historique dans cette affaire. Pour la première fois, le gouvernement fédéral et le département de la justice admettent devant un tribunal que Bulger et Flemmi étaient effectivement des informateurs du FBI. Les détails de l'accord sont dévoilés par un témoin vedette qui n'est autre que l'ancien responsable John Morris. Le 21 avril 1998, il comparaît à la barre. Il a obtenu l'immunité en échange de son témoignage. Aucun fait n'est réellement établi jusqu'à ce que John Morris témoigne. Morris décrit la relation contre nature entre les agents et les gangsters sans rien cacher. Sa déposition déshonore le FBI de Boston. Il pleure comme un enfant quand il parle. Il a l'impression d'être un traître. Le 22 décembre 1999, John Connolly est arrêté chez lui à Linfield, Massachusetts. 4 chefs d'inculpation sont retenus contre lui, notamment racket et obstruction à la justice. Il plaide non coupable. Il est relâché moyennant une caution de $200 000. Whitey Bulger est toujours en cavale, mais il n'est pas oublié pour autant. 14 janvier 2000. Les corps de 3 personnes disparues depuis près de 20 ans sont découverts dans une fosse à côté de l'autoroute à Dorchester. Il y a 2 hommes, les anciens rivaux de Bulger, et une femme, l'ex-petite amie de Stevie Flemmi.
Ces types sont des psychopathes, des tueurs en série. Tuer de cette manière, y compris des petites amies, et se débarrasser ainsi des cadavres, il n'y a pas plus atroce. Au début de l'automne, les enquêteurs mettent au jour 2 autres fosses. Avant même d'avoir terminé les fouilles, ils déterrent 3 autres corps, tous d'anciens associés de Bulger et Flemmi, et une autre ex-petite amie de Flemmi. Ces horribles meurtres sont une nouvelle trahison envers Southey. Whitey Bulger, qui est un tueur fou, était souvent présenté par John Connolly comme le Robin des Bois de South Boston. À l'été 1948, le voyou de Southey a déjà largement fait ses preuves en tant que gangster professionnel. À la même époque, un gamin de Southey du nom de John Connolly suit les exploits des Red Sox et de son héros Ted Williams. Mais le garçon de 8 ans va bientôt croiser un autre genre de héros, une rencontre fortuite qui va changer le cours de sa vie. John Connolly est un jeune garçon de South Boston qui traîne avec 2 copains au café du coin. Whitey Bulger entre et un silence s'installe entre les 3 garçons. Puis l'un d'eux dit « C'est Whitey Bulger ». Whitey n'a pas encore 20 ans, mais il est déjà une légende dans le quartier. Il est le chef d'une bande de rue, il a les cheveux blonds platine, et il a le charisme qu'on attribue habituellement aux jeunes gangsters. Et naturellement, ces gamins étaient impressionnés. Whitey les regarde et propose de leur payer des glaces. Le jeune John Connolly hésite. Bulger s'en rend compte et lui demande ce qu'il a. Le garçon lui répond que sa mère lui interdit de parler aux étrangers. Alors Bulger lui dit « Tu n'es pas un étranger ». On vient du même quartier, nos parents sont irlandais. Allez, tu veux quel parfum? Il lui achète une glace à la vanille. Rencontrer Whitey Bulger ce jour-là, pour lui, c'est comme rencontrer Ted Williams. Un moment inoubliable. Le présage d'une longue amitié entachée de sang entre 2 habitants de Southey. Boston, 1975. John Connolly a 35 ans. Il est devenu agent du FBI. Il vient d'être muté à Boston et est ravi de revenir dans sa ville natale. John est un jeune agent ambitieux. Il est entré au FBI en 1968 et a travaillé quelque temps à San Francisco et à New York. John Connolly a décroché un poste convoité au sein de la nouvelle unité contre le crime organisé, chargée de combattre la Cosa Nostra. Ils ont créé un programme appelé Top Echelon Informant Program, qui encourageait les agents à passer des accords avec des membres de la PEG. Leur mot d'ordre, éradiquer la mafia nationale. John Connolly relève le défi. John Connolly aime que les projecteurs soient braqués sur lui. Quand il entre dans une pièce, il aime être au centre de l'action. Au FBI, il n'y a rien de plus reconnu que de traiter avec des informateurs. Connolly jette son dévolu sur un informateur de choix, son héros d'enfance, Whitey Bulger, qui travaille pour le gang irlandais Winter Hill, contacte Whitey Bulger et organise une rencontre. Au bord d'une plage, au sud de Boston, John Connolly se gare sur un parking et attend que Whitey Bulger apparaisse. Soudain, la portière s'ouvre et Whitey monte. C'est le moment ou jamais. Connolly lui fait une proposition, d'un Southey à un autre. Si Bulger lui fournit des renseignements sur la Cosa Nostra, en échange, le FBI le débarrassera de ses rivaux italiens. Ce que Connolly propose à Bulger est très simple. Aide-nous et nous t'aiderons. Tu nous aides à faire tomber la mafia et chacun y gagne. À 46 ans, le gangster professionnel sait flairer une bonne affaire. Et c'est ainsi que Whitey Bulger, bandit légendaire de Southey, devient un informateur top secret du FBI. Pour John Connolly, c'est le plus bel accomplissement de ses 7 ans de carrière. Ce qui lui importait, c'était de réunir les 2 univers. Il voulait être considéré comme une star au FBI, mais aussi dans son ancien quartier de Southey. Que les gens le reconnaissent dans la rue et se disent « c'est John Connolly ».
Mais traiter avec Whitey Bulger, c'est signer un pacte avec le diable. Pour Bulger, la situation est idéale. Criminel de moyenne envergure, il n'a qu'une idée en tête, c'est accroître son influence. Dès l'instant où Whitey Bulger a conclu un marché avec l'agent John Connolly, il peut être certain que le FBI le laissera tranquille. Pour lui, c'est une manœuvre très habile. C'est aussi une bonne affaire pour John Connolly. Il devient très respecté au FBI de Boston pour avoir ferré un aussi gros poisson que Bulger. John Connolly a l'aisance sociale indispensable si l'on veut traiter avec des informateurs. Il devient l'interlocuteur principal au FBI pour tout ce qui concerne le crime organisé. Connolly savoure la jalousie de ses collègues. Les gens qui le connaissaient à l'époque le décrivent comme une personnalité creuse qui n'existe que par les autres. Et de ce point de vue, Whitey Bulger est pour lui un faire-valoir de premier ordre. Bientôt, un autre mafieux converti en mouchard, Stephen Flemmi, se joint aux deux hommes. Stevie Flemmi est indépendant. S'il doit être associé officiellement à un gang, c'est plutôt celui des Irlandais. Mais il a aussi ses entrées dans la mafia. Il joue l'intermédiaire entre les deux gangs. Alors quand ils se mettent à faire équipe à Connolly et leurs deux amis gangsters afin de célébrer leur collaboration. Ce genre de familiarité était interdit. Cela montre qu'ils étaient vraiment devenus trop proches. Ils trinquent ensemble. Les relations tournent à la franche camaraderie. Et c'est un jeu dans lequel Whitey Bulger prend rapidement les rênes. Le FBI est tombé amoureux. Whitey Bulger est un gangster influent en ville et il est de notre côté. Donc nous devons le protéger à tout prix. Et ils arrêtent de réfléchir aux conséquences. Et ces conséquences plus graves de jour en jour vont bientôt inclure le meurtre de sang-froid. Les deux truands ont emménagé dans leur nouveau QG au centre de Boston, dans un garage de Lancaster Street. De jour, c'est un garage comme un autre, avec des mécaniciens et des voitures qui entrent et sortent. C'est seulement dans l'après-midi, quand Whitey Bulger arrive, que les choses sérieuses commencent. Les journées sont bien rythmées. Ils arrivent au garage en début d'après-midi. Et c'est alors un défilé continu de quémandeurs. Ils arrivent avec des sacs et font comme tous les patrons de la pègre. Ils payent les gens et planifient la répartition des fonds pour leurs activités. Prêts à l'usure, jeux d'argent et tous les autres trafics d'usage dans le milieu. Et puis il y a les infortunés qui osent se mettre en travers de la route de Whitey Bulger. Il y a bien quelques règlements de compte à Southie, mais personne ne s'y intéresse vraiment et on n'en parle presque pas dans la presse. Tard le soir, 2 à 3 fois par semaine, l'agent John Connolly continue de voir Bulger pour échanger des informations et s'amuser. Ils sortent, font des virées, le tout sur un mode très familier. Il n'y a plus de règles. Ils développent leur propre culture. Mais cette année-là, la belle entente manque de tomber sur un os. La police de l'État du Massachusetts est sur les talons des gangsters. Ils surveillent le garage et ce qui s'y passe pendant plusieurs semaines. Ils prennent des photos et des notes sur toutes les allées et venues des malfrats. Après plusieurs mois passés à récolter des informations, la police obtient l'autorisation de mettre le garage sur écoute. Mais le FBI et surtout le fidèle ami de Whitey, John Connolly, ont vendu le projet. Connolly découvre ce qui se trame et prévient Bulger que le garage de Lancaster Street est sur écoute. Du coup, Bulger cesse de se rendre dans le bureau d'où il dirigeait le gros de ses activités. Les policiers sont bredouilles. C'est un travail d'enquête exemplaire qui a été anéanti. La police d'État les avait vraiment dans son collimateur, et cela aurait pu être à San Francisco et à New York. John Connolly a décroché un poste convoité au sein de la nouvelle unité contre le crime organisé, chargée de combattre la Cosa Nostra. Ils ont créé un programme appelé Top Echelon Informant Program, qui encourageait les agents à passer des accords avec des membres de la pègre.
Leur mot d'ordre, éradiquer la mafia nationale. John Connolly relève le défi. John Connolly aime que les projecteurs soient braqués sur lui. Quand il entre dans une pièce, il aime être au centre de l'action. Au FBI, il n'y a rien de plus reconnu que de traiter avec des informateurs. Connolly jette son dévolu sur un informateur de choix, son héros d'enfance, Whitey Bulger, qui travaille pour le gang irlandais Winter Hill, dirigé par le célèbre gangster Howie Winter. Ils font des paris illégaux sur les sports et les jeux, des prêts usuraires et tout ce qui va de pair avec ce type d'activité. Usage de la force et meurtre si nécessaire. Whitey Bulger a un penchant naturel pour la violence de la vie de gang. Il est violent, avec un côté cruel. Ce qui revient le plus souvent dans les témoignages sur Whitey Bulger, c'est l'éclat froid de ses yeux bleus, de vrais poignards. Un seul regard suffit à vous paralyser. Bulger est bien placé pour aider Connolly. Le gang Winter Hill partage son territoire avec la mafia de Boston, dirigée par la famille Angiulo. Boston était l'une des rares grandes villes où un gang irlandais survivait grâce à un compromis avec la mafia. À l'automne 1975, John Connolly tente sa chance auprès du plus célèbre gangster de la ville. Il contacte Whitey Bulger et organise une rencontre. Au bord d'une plage, au sud de Boston, John Connolly se gare sur un parking et attend que Whitey Bulger apparaisse. Soudain, la portière s'ouvre et Whitey monte. C'est le moment ou jamais. Connolly lui fait une proposition, d'un Southie à un autre. Si Bulger lui fournit des renseignements sur la Cosa Nostra, en échange, le FBI le débarrassera de ses rivaux italiens. Ce que Connolly propose à Bulger est très simple. Aide-nous et nous t'aiderons. Tu nous aides à faire tomber la mafia et chacun y gagne. À 46 ans, le gangster professionnel sait flairer une bonne affaire. Et c'est ainsi que Whitey Bulger, bandit légendaire de Southie, devient un informateur top secret du FBI. Pour John Connolly, c'est le plus bel accomplissement de ses 7 ans de carrière. Ce qui lui importe